Nous, sociodémocrates, n'avons ni saint ni tombeau des saints, mais des millions de gens se souviennent de l'homme qui repose dans ce cimetière du nord de Londres. Et dans des milliers d'années, lorsque l'étroitesse d'esprit qui essaie de restreindre l'aspiration des travailleurs à la liberté ne sera plus qu'une légende incroyable du passé, des hommes nobles et libres se tiendront devant cette tombe et diront à leurs enfants attentifs « Ici repose Karl Marx ». Au début, je voulais écrire Karl Marx, conte de fées. Il était une fois, dans le royaume de Prusse, vers l'Allemagne, l'homme le plus laid que le soleil ait jamais éclairé, Karl Marx, surnommé le mort à cause de son teint sombre, et Jenny van Westphalen, une aristocrate, la plus belle fille de Trèves. Après 7 longues années de fiançailles et malgré l'opposition de leur famille, Marx et Jenny se marient. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais ceux-ci moururent à cause de la misère. Karl Marx en conte de fées, ça marche pas. J'ai donc décidé de faire un One Marx Show. En One Marx Show, Marx, ça marche. Enfin, j'espère. Notre histoire, leur histoire, commence en 1836 à Trèves. À cette époque, comme tous les jeunes étudiants, Karl Marx ne sait pas encore s'il veut être poète, philosophe ou critique théâtral. Il fait ses études loin de Jenny, à Berlin, et lui envoie des livres entiers de poèmes. Son père, Heinrich Marx, aurait voulu qu'il devienne avocat. Il s'inquiète pour Jenny. Il a peur que cette si belle jeune fille passe sa vie entière avec un intellectuel négligé à ses côtés. Il a peur que son fils Karl ne soit pas doué pour un bonheur vraiment humain, familial. Tu m'étonnes. Heureusement, le père de Marx meurt. Il ne verra pas toute cette histoire. Marx et Jenny se fiancent secrètement. Ils passent même des nuits ensemble. Jenny est folle de son Karl. De Jenny van Westphalen à Karl Marx, étudiant. Mon sanglier sauvage. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Mon sanglier sauvage. Je me réjouis que tu sois heureux, que ma lettre t'ait égayé, que tu te languisses de moi, que tu loges dans des chambres murs tapissées, que tu aies bu du champagne à Cologne et qu'il y ait des clubs égaux et bref, que tu sois à moi, tout à moi, mon amour adoré, mon sanglier sauvage. Mais Karl, ce qui me rend triste, c'est que ce qui comblerait de délices une autre fille, ton amour passionné, beau, touchant, les belles choses que tu m'écris, tout ça me rend anxieuse et me conduit souvent au désespoir. Tu vois, Karl, la question de la constance de ton amour me prive de toute jouissance. Je ne peux pas m'en réjouir parce que je n'en suis pas assurée. Si je pouvais reposer à tout jamais dans ton cœur, Karl, ma tête ne saignerait pas, mon cœur ne brûlerait pas. Donc, chérie, depuis ta dernière lettre, une pensée m'a torturée. La peur que par amour pour moi, tu te retrouves impliquée dans un duel. Jour et nuit, je te voyais blessée, saignant et malade. Et Karl, je n'étais pas malheureuse à cette pensée. Parce que j'imaginais que tu avais perdu ta main droite. Et j'étais dans un état de ravissement, de félicité. J'imaginais que dans ce cas, je pourrais vraiment te devenir tout à fait indispensable. Et alors tu me garderais toujours avec toi, tu m'aimerais toujours. Et comme ça, je pourrais écrire toutes tes chairs, tes paradisiaques idées et t'être vraiment utile. Tu vois, mon chéri, je m'imagine toujours des choses et alors je suis heureuse. Car je suis à toi, avec toi, tout à toi, mon amour adoré, mon sanglier sauvage. C'est certain, n'est-ce pas, que je peux t'épouser? Talita, Talita, écris-moi bientôt. À cette époque, Karl Marx devient journaliste. Il obtient son premier et dernier travail salarié. Il devient rédacteur et rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung. C'est un poste chic pour un jeune homme. Mais le journal de Karl est interdit. Il a écrit un article sur les vols de bois. Jusqu'à l'époque féodale, les pauvres avaient le droit de ramasser le bois mort. Mais les propriétaires terriens veulent revenir sur cette tolérance. Ils disent le bois mort, il est à nous, il est à nous. Et puis les pauvres, ils les ont peut-être coupés, nos arbres. Il faut punir un petit vol comme un grand vol. Karl Marx leur dit, si vous punissez le ramassage de bois par les pauvres comme un vol, vous n'avez qu'à punir une claque comme un meurtre. Le journal de Karl est interdit. De Karl Marx à son éditeur. Cher Ruge, c'est le nom de l'éditeur. Cher Ruge, sans doute savez-vous que la Rheinische Zeitung a été interdite, suspendue, qu'elle a reçu son avis de décès. On donne pour prétexte le fait inventé que nous n'aurions aucune autorisation, comme si en Allemagne, où les chiens eux-mêmes ne peuvent pas sortir sans leur plaque de police, la Rheinische Zeitung avait pu paraître fut 5 jours sans les formalités officielles. Rien de tout cela ne m'a surpris.
Je vois dans la suppression de la Rheinische Zeitung un progrès de la conscience politique et m'y résigne donc. Au surplus, je trouvais que l'atmosphère commençait à devenir étouffante. Il est mauvais d'assurer des tâches serviles, fût-ce pour la liberté, et de se battre à coups d'épingle et non à coups de massue. Le gouvernement m'a rendu ma liberté, je quitte donc l'Allemagne. Comme je vous l'ai déjà écrit, je me suis brouillée avec ma famille, et du vivant de ma mère, je n'aurai aucun droit sur ce qui me revient. En outre, je suis fiancée. Je ne peux, je ne veux ni ne dois quitter l'Allemagne sans ma fiancée. Je peux vous assurer sans aucun romantisme que je suis amoureux. De la tête aux pieds et le plus sérieusement du monde. Il y a plus de 7 ans que je suis fiancée. Et ma fiancée a dû livrer pour moi les plus durs combats au point d'y risquer presque sa santé. Je travaille à plusieurs choses qui ne sauraient trouver ici en Allemagne, ni censeur, ni éditeur, ni en un mot, possibilité d'exister. Je ne peux plus rien entreprendre en Allemagne. Ici, on se falsifie soi-même. Votre Karl Marx. Notre mariage a eu lieu le 19 juin 1843. Mon chéri, j'ai vu ce matin chez le marchand beaucoup de nouvelles dentelles. Je te prierai, mon cœur adoré, de me laisser acheter cet article. Je préférerais qu'à présent tu n'achètes plus rien et que tu économises ton argent pour le voyage. Si tu persistes dans l'idée d'acheter les fleurs, prends-les en rose. C'est ce qui ira le mieux avec ma robe verte. Mais je préférerais que tu laisses tomber cette affaire et que tu le fasses lorsque tu seras mon petit mari devant Dieu et la loi. J'en viens à toi maintenant, mon cœur. T'es-tu bien tenu sur le bateau? Y avait-il une dame à bord? Méchant polisson, je te ferai passer cette habitude, toujours sur des bateaux à vapeur. Je ferai frapper d'interdit dans notre contrat de mariage de semblables équipés. Je créerai un deuxième code matrimonial de type pénal, semblable au code civil. Je t'aurai. Notre mariage a eu lieu le 19 juin 1843 à Kreuznach. Karl et moi, nous nous sommes installés à Paris en octobre. Nous vivions au 38 rue Vanneau, Faubourg Saint-Germain. Nous vivions avec d'autres réfugiés, il y avait beaucoup de potins et de disputes pour pas grand-chose. À Paris, Karl a édité un nouveau journal, les Annales franco-allemandes. Nous pouvons résumer en un mot la tendance de notre journal. Il s'agit de se confesser, rien de plus. Pour se faire remettre ses péchés, l'humanité n'a besoin que de les appeler enfin par leur nom. L'entreprise s'arrêta après le tout premier numéro. Le 1er mai 1844, notre première fille, Jenny Chen, est née. Quelques semaines plus tard, j'ai pris la malle-poste pour Trèves où vivait ma mère, mon enfant mortellement malade dans les bras. De Jenny Marx à Karl Marx. Un mot rapide. Un bulletin de santé de notre petite. Nous n'avons pu la sauver qu'à grand-peine, mais maintenant elle est parfaitement hors de danger. À Paris, nous ne l'aurions certainement pas tirée d'affaire. Et ce voyage vaut déjà par là son pesant d'or. Du matin au soir, je reçois ma cour. Ce que ne fait pas le succès, ou plutôt dans notre cas, l'apparence du succès. Bien que tout en moi exprime plénitude et satisfaction, tous espèrent que tu vas te décider à prendre un poste stable. Ô Anne que vous êtes, puissiez-vous seulement être stable, vous aussi? Je sais que nous ne sommes pas précisément sur des rochers, mais où y a-t-il à présent un sol stable sous nos pieds? Les premiers symptômes du tremblement de terre et de la sape du sol sur lequel la société a établi ses temples et ses boutiques ne se manifestent-ils pas partout? Tu m'apporteras, n'est-ce pas, des apaisements là-dessus, toi qui es mon doux ange adoré? Tous parlent beaucoup trop de revenus fixes. Et ma réponse alors, ce sont seulement mes joues rouges, mon chapeau à plumes, ma mantille de velours et ma toilette de grisette. Je rentrerai avant l'hiver. Pendant l'absence de Jenny, à Paris, Karl Marx a la première visite de Friedrich Engels. Engels est un jeune bourgeois allemand, beau, bien habillé, qui est le fils d'un fabricant de coton. Son père a 2 entreprises, une à Barmen, en Allemagne, et l'autre à Manchester, en Angleterre. Une multinationale. Oui, monsieur. Mais Engels déteste sa classe, les bourgeois. Il voudrait ne faire qu'écrire, faire la révolution. Il a déjà publié un livre, La situation des classes laborieuses en Angleterre. C'est un véritable coup de foudre amical entre les 2 hommes. Le début d'une collaboration et d'une amitié qui va durer 40 ans. Qui dure encore. Dans sa première lettre à Karl, Engels est tellement content de l'avoir rencontré qu'il écrit qu'il n'a jamais été plus plein de bonne volonté, de bonne humeur que pendant les 10 jours passés auprès de lui. Dans sa deuxième lettre, c'est trop mignon. On voit qu'ils n'ont que 25 ans. Engels a tellement peur de rater une lettre de Karl qu'il écrit « Afin que nos lettres ne soient pas interceptées, nous n'avons qu'à les numéroter. » Cette lettre porte donc le numéro 2.
Indique jusqu'à quel numéro tu les as reçus et s'il en manque une dans la série. Heureusement, ils ne vont pas tenir. Parce qu'il va y avoir un paquet de lettres. En 1844, à Paris, Karl Marx écrit. Il étudie l'économie. Il dit que depuis Adam Smith et Ricardo, cette science n'a fait aucun progrès. Dans ses manuscrits de 1844, tout est déjà là. Il écrit que le capital est du travail accumulé, que le salaire est le résultat de la lutte entre le travailleur et le capitaliste. C'est toujours le capitaliste qui gagne. Parce que le capitaliste peut se passer du travailleur plus longtemps que le travailleur ne peut se passer du capitaliste. Il invente la théorie de l'aliénation. L'aliénation, c'est très simple. C'est quand le travailleur se fait racheter par la marchandise qu'il a fabriquée lui-même. Plus il fabrique de richesses, plus il s'appauvrit. Et après, le capitaliste emmène la marchandise qu'il a fabriquée loin de lui pour la vendre, et le pauvre travailleur se retrouve tout seul, sans sa marchandise, comme un bébé éléphant qui aurait perdu sa maman. C'est ça, l'aliénation. Il le dit. En 1844, le journal de Karl est interdit. Dans son journal, Karl Marx a critiqué le gouvernement prussien. Le gouvernement prussien demande donc au gouvernement français, toujours coopératif, d'expulser Karl Marx. Karl Marx doit quitter Paris dans les 24 heures. À Jenny, ils ont laissé un délai plus long, qu'elle a utilisé pour vendre ses meubles et certains de ses draps. Elle en obtint atrocement peu. Mais elle avait besoin d'argent pour le voyage. Malade et par un froid mordant, le 3 février, Jenny suit Karl Marx à Bruxelles. C'est à ce moment-là que Madame von Westphalen, la mère de Jenny, voyant que sa fille est toujours enceinte, qu'elle ne s'en sort pas avec les enfants, a l'idée de lui envoyer sa bonne de famille, la jeune Hélène de Muth, qu'il surnomme Lenchen. Hélène de Muth est une blonde allemande de 20 ans, 7 ans de moins que Jenny, qui sait bien s'occuper des enfants et négocier avec les bouchers, boulangers, commerçants et autres forces hostiles, comme ils les appellent, The Hungry Wolves, qui demandent toujours à être payés. À Bruxelles, Jenny a 2 nouveaux enfants, Laura et Edgar. Engels travaille en Allemagne, mais il s'ennuie de Karl. Il faut absolument que tu quittes cette ville assommante de Bruxelles pour venir vider quelques bouteilles avec moi. Si je disposais de 5000 livres de rente, je ne ferais que boire, travailler et m'amuser avec les filles jusqu'à ce que je sois lessivée. Si les Françaises n'existaient pas, la vie ne vaudrait pas d'être vécue. Il n'a pas tort. À cette époque, ils ont déjà coécrit 2 livres ensemble, La Sainte Famille et l'idéologie allemande. La Sainte Famille n'aura aucun succès et l'idéologie allemande ne sortira jamais. Le manuscrit sera livré à la critique rongeuse des souris. Engels travaille à Barmen, dans l'entreprise de coton de son père, mais il déteste. De Engels à Karl Marx. Cher Marx, je mène ici à Barmen le genre de vie que le plus parfait Philistin peut désirer mener. Philistin, c'est son insulte préférée, ça veut dire bourgeois. Une vie calme et paisible, toute de piété et d'honorabilité, je suis sérieux comme un Allemand. Si ça continue, j'ai peur que le bon Dieu ferme les yeux sur mes écrits et me laisse monter au ciel. Je commence à avoir bonne réputation ici, mais ça me rend malade. Je m'étais laissé fléchir par les mines affligées de mon vieux. J'étais prêt à tâter une nouvelle fois du commerce au magasin, mais j'en ai déjà eu par-dessus la tête avant même d'avoir commencé à travailler. Barmen est trop affreux. Le commerce est trop affreux. Le gaspillage de temps est trop affreux. Et ce qui est particulièrement affreux, c'est d'être non seulement un bourgeois, mais un fabricant. Un bourgeois qui intervient activement contre le prolétariat. Quelques jours passés à la fabrique de mon paternel ont suffi pour me remettre devant les yeux cette horreur que j'avais quelque peu perdue de vue. On peut, tout en étant communiste, être, quant à sa situation extérieure, un bourgeois et un négociant si toutefois on n'écrit pas. Mais faire de la propagande communiste en grand et en même temps du commerce et de l'industrie, ça ne va pas. À Pâques, je m'en vais. Le pauvre Engels ne sait pas encore que toute sa vie, il va travailler pour nourrir la famille Marx. Mais vous ne pouvez pas lui dire encore. Ça risquerait de le déprimer. En 1847, Marx et Engels se rendent à Londres, au congrès de la Ligue des Justes, qui deviendra plus tard la Ligue des communistes. Ils coécrivent sur un coin de table le manifeste. Marx dira plus tard que les mesures révolutionnaires du manifeste ne sont valables que pour la période historique de 1848. Je dis ça pour les apprentis dictateurs. C'est Engels qui a trouvé le titre.
On n'a qu'à l'appeler manifeste communiste. Pourquoi ne pas l'avoir appelé manifeste socialiste? Le socialisme est un charlatan qui cherche à réduire la misère sociale sans toucher ni au profit ni au capital. Le socialisme est respectable. Le communisme est exactement l'inverse. Il n'y avait aucun doute sur celui des deux que nous allions choisir. Il faut un tube. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Mais malheureusement, il en filait gratos. Est-ce qu'il y a des prolétaires dans la salle? Des gens qui, s'ils s'arrêtent de travailler, deviennent pauvres? Vous ne vivez qu'autant que vous trouvez du travail, et vous ne trouvez du travail qu'autant que ce travail accroît le capital. Vous êtes des prolétaires. Bad news. Peu importe que vous gagnez 5 ou 10 000 euros par mois, si c'est le capital qui dit où, quand, comment, vous êtes des prolétaires. Les autres seulement sont des bourgeois. Ceux qui vivent du travail des autres. C'est pas grave, on aime bien aussi les bourgeois. Engels est un bourgeois. C'est toujours les bourgeois qui font la révolution. Les pauvres ont autre chose à faire. Trouver de quoi nourrir leur famille, par exemple. En 1848, c'est la révolution à Paris. Marx et Jenny se font expulser de Bruxelles où ils ont passé 3 ans. Ils retrouvent Paris et le soleil naissant de la toute jeune République. À Paris, Marx fonde un nouveau journal, la Neue Rheinische Zeitung, avec Engels. C'est son truc, les journaux. Et c'est son truc aussi, Engels. Mais malheureusement, à la fin de l'année, le journal de Karl est interdit. Louis-Napoléon Bonaparte est élu à une immense majorité. La bourgeoisie revient au pouvoir. Les libéraux respirent, soulagés. Et ceux qui ont écrit pour le règne des pauvres et des opprimés sont priés d'aller gagner leur pain à l'étranger. Leur agent de police familier revient les voir. Karl Marx doit quitter Paris dans les 24 heures. Encore? Par un acte de clémence, ils sont autorisés à s'installer à Vannes, dans le Morbihan. De Marx à Engels. Cher Engels, je suis assignée à résidence dans le département du Morbihan, les marais pontins de Bretagne, c'est mortel en cette saison. Tu comprendras que je n'accepte pas cette tentative camouflée d'assassinat, je quitte donc la France. On ne me donne pas de passeport pour la Suisse, il me faut donc aller à Londres, je pars demain. Il faut que tu viennes immédiatement. Il y va de ta sécurité, tu ne peux pas rester en Suisse. À Londres, nous ferons des affaires. Je compte positivement sur ta venue, tu ne me laisseras pas en plan. Ton Karl Marx. Le lendemain, toute la petite famille Marx, Karl Marx, sa femme Jenny, la bonne Hélène de Muth et les 3 enfants quittent donc définitivement l'Europe continentale pour s'installer à Londres, qu'ils ne quitteront plus. Marx leur trouve un logement à Chelsea, le moment approchait où Jenny avait vraiment besoin d'un toit au-dessus de la tête. Le 31 octobre, leur petit Guido est né. Ils l'ont surnommé Fox Chen, en l'honneur du grand conspirateur Guy Fawkes. Ici, vous voyez le masque des Anonymous. C'est lui qui Fawkes. À Chelsea, c'est l'horreur. Comme Karl Marx n'a pas l'idée de payer son loyer, il découvre la bibliothèque du British Museum, un océan de livres et de données statistiques. Ils se font expulser de Chelsea. De Jenny Marx à son ami Weinmeier. Cher monsieur Weinmeier, nous vous prions de nous envoyer dès que possible les rentrées d'argent de la Neue Rheinische Zeitung déjà encaissées ou attendues. Nous en avons besoin, grand besoin. Cher monsieur Weinmeier, vous savez quel sacrifice mon mari a consenti à l'époque. Il y a englouti des mille et des mille en espèces, nous n'avons pas gardé un sou pour nous. Je viens d'engager mon argenterie à Francfort, la dernière chose qui nous restait. Cher monsieur Weinmeier, je ne vous raconterai qu'un seul jour de cette vie telle qu'il s'est écoulé, et vous verrez que peu de réfugiés sans doute ont vécu de semblables épreuves. Comme les nourrices demandent à Londres un prix exorbitant, je me décidai à allaiter mon enfant moi-même. Mais le pauvre petit ange suça avec mon lait tant de soucis et de peines silencieuses qu'il était constamment malade. Un matin, notre logeuse, à qui nous avions versé au cours de l'hiver plus de 250 Reichstaler, et avec qui nous avions convenu par contrat de verser l'argent dû ultérieurement, entre chez nous, déclare le contrat nul et non avenu, réclame les 5 pounds que nous lui devions encore, et comme nous ne les avions pas sous la main, 2 prêteurs sur gage entrent chez nous, saisirent le peu que je possédais jusqu'au berceau de mon pauvre enfant, les plus beaux jouets de mes petites filles qui étaient là en larmes.
Il menaçait d'emporter le tout dans les 2 heures. Schramm, notre ami, se précipite en ville pour chercher de l'aide. Il monte dans un cabriolet, les chevaux s'emballent, il saute de la voiture et on nous le ramène tout sanglant à la maison où je me lamentais en compagnie de mes pauvres petits-enfants tout tremblants. Le lendemain, nous devions quitter cette demeure. Karl nous cherche un logement. Le temps était froid, pluvieux, le ciel couvert. Personne ne veut de nous lorsqu'il parle de 4 enfants. Enfin, un ami vient à notre aide, nous payons. Je vends mes lits pour payer en toute hâte les bouchers, boulangers, laitiers et autres commerçants qui, tous mis en émoi par le scandale de la saisie, m'assaillent de leurs notes. Nous descendons les lits vendus devant la porte. C'était bien après le coucher du soleil, ce que la loi anglaise interdit. En moins de 5 minutes, s'assemblent devant notre porte 200 à 300 badauds, toute la racaille de Chelsea. C'est effroyablement indécent de ma part de vous raconter tout cela, monsieur Wellmeyer, mais ce soir mon cœur déborde dans mes mains tremblantes. Mon mari ne sait pas que je vous ai écrit ma situation avec tant de détails. Il ne s'est jamais départi de l'humeur la plus gaie. Nos 3 enfants poussent magnifiquement en dépit de tout. Nos 3 filles sont épanouies, gaies, et notre gros garçon est plein d'humour. Il vient toujours les idées les plus drôles. Amitié de votre Jenny Marks. Le lendemain, Marks écrit à Wellmeyer. Cher monsieur Wellmeyer, envoie l'argent à nous. C'est un âne, mais bon brougre. Il ne faut pas que tu te formalises des lettres que ma femme écrit, elle halète. Et dans cette situation si misérable, il est normal que l'on perde de patience. Votre Karl Marx. À cette époque, Karl Marx découvre la bibliothèque du British Museum et Engels, après avoir vainement essayé de gagner sa vie à Londres, part travailler dans la manufacture de coton de son père, à Manchester. De Londres à Manchester, Marx et Engels s'écrivent tous les jours, sur tous les sujets. La rente foncière, l'électricité. De Londres à Manchester, 300 km. Ces 300 km nous permettent d'avoir leur correspondance quotidienne pendant 30 ans. S'ils s'étaient parlé en Skype, nous n'aurions pas cette correspondance. Je ne serais pas en train de faire ce spectacle, et c'est là qu'on voit que Karl Marx a raison. Les améliorations techniques privent les travailleurs de leurs moyens de subsistance. Après l'expulsion, Karl Marx leur trouve un logement à Soho. Ils vivent à 7 dans un 2 pièces. Ils sont très surveillés par la police anglaise et la police prussienne. En général, Marx les remarque parce qu'ils ne sont pas discrets. Mais un jour, un agent de police allemand arrive à s'introduire chez eux. Rapport d'un agent de police prussien. Marx est de taille moyenne, il a 34 ans. Même s'il est dans le printemps de sa vie, ses cheveux sont déjà gris, il ne se rase pas. Ses larges yeux perçants ont quelque chose de démoniaque, toutefois. On peut dire au premier regard que c'est un homme de génie et d'énergie. Sa supériorité intellectuelle exerce une force irrésistible sur son entourage. Dans sa vie privée, il est hautement désordonné, cynique et mauvais gestionnaire. Il ne se lave pas. Il vit la vie d'un gypsy, d'un bohémien intellectuel. Laver, changer, brosser son linge sont des choses qu'il fait rarement. Il aime être ivre. Il est souvent oisif du matin au soir, mais quand il a quelque chose à faire, il travaillera avec une endurance infatigable. Il n'a pas d'horaire pour dormir ou se réveiller. Il peut rester debout toute la nuit, et alors s'allonger sur le sofa vers midi, pas dérangé par le fait que tout le monde va et vient dans la pièce. Sa femme, Jenny von Westphalen, est une femme cultivée et plaisante qui s'est accoutumée à cette existence de bohémienne par amour pour son mari et qui se sent maintenant parfaitement chez elle dans cette misère. Elle a 2 filles et 1 garçon. Tous 3 sont vraiment beaux et ont les yeux intelligents de leur père. Avec eux, Marx est le plus doux et le plus gentil des hommes malgré son caractère sauvage et sans repos. Il vit dans un des pires quartiers de Londres. Il occupe 2 pièces. La première donne sur la rue, c'est le salon, la chambre est derrière. Il n'y a pas un meuble propre et solide dans tout l'appartement. Tout est cassé en pièces et déchiré, partout règne le plus grand désordre. Quand on entre dans la pièce, les fumées de tabac font tellement pleurer les yeux qu'on avance à tâtons, comme dans une grotte. Peu à peu, les yeux s'habituent au brouillard et on commence à distinguer quelques objets. Tout est sale et couvert de poussière. Au milieu du salon trône une vieille table, couverte d'une nappe graisseuse. Dessus, des manuscrits, des livres, des journaux, puis les jouets des enfants, la couture de sa femme, bref.
Tout est ça dessus-dessous et tout sur la même table. Un homme en haillons reculerait honteux devant une telle collection. Il est dangereux de s'asseoir. Une chaise n'a que 3 pieds. Sur une autre chaise qui se trouve être entière, les enfants jouent à faire la cuisine. C'est cette chaise qui est offerte à l'invité, mais la bouillie des enfants n'a pas été enlevée. Si on s'assoit, on risque son pantalon. Rien de tout cela n'embarrasse Marx ou sa femme. Vous êtes reçus avec les meilleurs égards, une pipe, du tabac ou quoi que ce soit qui se trouve là vous est offert le plus cordialement du monde. Quand on est accoutumé à la compagnie, on peut trouver ce cercle intéressant et même original. Voici la vraie image de la vie de famille du chef communiste Marx. Deux filles et un garçon. Et là, on voit qui est-ce qui a bien suivi. Il en manque un. En novembre, Fox Chen, le masque des Anonymous, est mort, subitement, à cause de la misère. Jenny est désespérée, c'était le premier enfant qu'elle perdait. De Marx à Engels. Cher Engels, Fox Chen, notre petit conspirateur des poudres, est mort ce matin subitement à 10 h. Rien ne laissait prévoir cette fin, toi absent. Nous nous sentons en ce moment précis très seuls. Ton Karl Marx. Si tu t'en sens le cœur, écris quelques lignes à ma femme. Elle est folle de douleur. Elle avait allaité le petit elle-même et, dans sa situation matérielle extrêmement difficile, l'avait fait vivre au prix des plus grands sacrifices. À cela vient s'ajouter l'idée que le pauvre enfant est victime de notre misère matérielle, bien qu'il n'ait manqué d'aucun soin en particulier. La pauvre Jenny. 1850-1851, sales années pour elle. Pendant que Karl Marx se caresse la barbe à la bibliothèque du British Museum, qu'Engels travaille à Manchester et envoie tous les jours des billets de 5 pounds coupés en deux. Pourquoi coupés en deux? Une moitié dans une enveloppe, l'autre dans une autre enveloppe, pour qu'ils ne soient pas interceptés. Jenny se débat avec Hélène de Muth pour essayer de trouver de quoi nourrir les enfants. C'est alors que, désespérée, enceinte de son 5e enfant, elle se décide à partir en Hollande pour taper de l'argent à l'oncle de Karl, Leon Phillips, dont les descendants fonderont Philips. Mais ça, elle ne peut pas le savoir encore. Sinon, elle aurait peut-être essayé de taper plus d'un aspirateur. Jenny confie donc ses enfants à Karl Marx et à Hélène de Muth. Mauvaise idée. Quand Jenny arrive en Hollande, l'oncle de Karl est très remonté contre la Révolution et les révolutionnaires, qui ont eu de mauvais effets sur le commerce et sur ses fils. Il ne veut rien lâcher, sauf un pauvre petit jouet pour un des enfants. Jenny rentre à Londres bredouille, et quand elle revient, après 2 mois, elle s'aperçoit que Hélène de Muth, son amie, celle qui s'occupe de ses enfants, est enceinte. Hélène de Muth quitte la maison, puis, à la demande de Jenny, revient. Karl Marx se retrouve donc avec 3 enfants, une barbe et 2 femmes enceintes, de 3 mois d'écart. On imagine l'ambiance dans le 2 pièces de Soho. C'est Jenny Marx qui accouche la première, priorité, d'une petite fille, Franziska. Et c'est ce jour-là, le jour de la naissance de sa fille, que Karl Marx a l'idée géniale d'impliquer son meilleur ami dans l'affaire. De Marx à Engels, le 28 mars. Cher Engels, ma femme a accouché ce matin d'une petite fille et non pas d'un garçon. Et le pire, c'est qu'elle a vraiment une petite mine. Bien que l'accouchement a été facile, elle est maintenant très malade dans son lit, mais les causes en sont plus psychologiques que physiques. Et je n'ai pas verbalement un liard dans toute la maison, de sorte que les factures de commerçants, bouchers, boulangers, etc. se multiplient. Tu admettras que je suis dans une sacrée situation et que je suis dans la boue petit bourgeois jusqu'au cou. Enfin, pour donner à l'affaire un tour tragicomique, il y a maintenant en plus un mystère que je vais te révéler en quelques mots, mais je viens d'être interrompue. Je dois aller soigner ma femme. Le reste alors qui te concerne dans ma prochaine lettre. Au fait, comment les fabricants, commerçants comptabilisent-ils la partie de leurs revenus qu'ils consomment eux-mêmes? Vont-ils aussi chercher cet argent à la banque? Je serais heureux d'avoir ta réponse à ce sujet. Ton Karl Marx. Finalement, Marx ne racontera pas par lettre le mystère. Il préférera aller le voir. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire de vive voix. La semaine suivante, Marx prend donc le train pour Manchester.
afin de demander à son meilleur ami Friedrich Engels de se faire passer pour le père de l'enfant d'Hélène de Muth. Et Engels accepte. Ça, c'est un copain. 3 mois plus tard, le 23 juin 1851, Hélène de Muth accouche donc d'un petit garçon qu'elle appelle Friedrich, comme Engels. Le petit Friedrich de Muth naît au 28 Dean Street, de père inconnu. Il sera immédiatement confié à une famille d'accueil, des mécaniciens de Londres. Engels s'occupera de lui financièrement, mais seul Lenchen ira le voir. Un événement tragicomique. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà été trompées dans la salle? Un événement tragicomique. Je suis pas sûre qu'on puisse qualifier l'infidélité d'un mari d'un événement tragicomique. Jenny? Jenny, dis-moi, maintenant, toi qui sais tout, est-ce qu'un seul homme dans l'histoire de l'humanité a été fidèle? Lassie? Non, Lassie, c'est un chien. Adam, le mari d'Ève, ça compte pas, ils étaient que 2. Non, je suis désolée, demander à un homme d'être fidèle, c'est comme demander à un tigre de devenir végétarien. Il promet, mais il tient pas. Si, mon fiancé m'a trompée. Oh, comme tous les hommes. Tu veux que je te raconte un potin? De toute façon, les spectateurs, ils ne croiront jamais. Il y a à peu près 2 ans, j'ai eu la sensation que mon fiancé me trompait. Le 21 avril, exactement. Il a toujours nié, m'a dit que j'étais folle. Et il y a quelques mois, j'étais en train d'écrire ce spectacle. Je parlais tout le temps de vous, de Engels, de Lenchen. Je lui ai donné à lire le résumé. Tu sais, celui que j'ai mis au dos du flyer. C'est l'histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich Engels et de la mystérieuse Hélène de Muth, dite Lenchen, qui vécut avec eux. Et là, il me dit pourquoi tu l'appelles Hélène de Muth? Je lui dis parce qu'elle s'appelle Hélène de Muth. Et là, il s'énerve, il me dit ma vie est incroyable. Je lui dis quoi? Il me dit non, non, rien, de toute façon, tu vas mal le prendre. Je lui dis non, vas-y, dis-moi. Et là, il me dit tu te souviens la fille du 21 avril? Oui, la fille qui, soi-disant, n'a jamais existé. Il me dit, elle a existé. Cette fille-là m'a dit un jour qu'elle était peut-être une descendante d'un bâtard de Karl Marx, et cette fille-là s'appelle Sarah de Muth. Sans déconner. La descendante de Lenchen. Il avait une chance sur 7 milliards. Ouais, on est 7 milliards maintenant. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que toutes des salopes, ces 2 Muth. Non, bien sûr, pas Lenchen. Pas Lenchen. On adore tous Lenchen. On peut même finir enterré avec. Afin que ce spectacle ne dure pas 40 ans, je vais vous résumer la période qui suit, qu'ils appellent eux-mêmes la quintessence de la mouise. En 1852, Franziska, bébé numéro 5, celle qui est née en même temps que Friedrich de Muth, meurt. Grosse bronchite. Pendant 3 jours, elle était entre la vie et la mort. Quand elle est morte, ils ont laissé son corps sans vie dans la pièce du fond, le temps de trouver de l'argent pour le cercueil qu'ils ont emprunté à des réfugiés français du voisinage. 2 pounds, le cercueil. 1853, le quotidien s'améliore. Karl Marx décroche un travail. Youhou! Il devient correspondant européen pour un journal américain, le New York Daily Tribune. Mais comme il ne sait pas encore très bien écrire l'anglais, c'est Engels qui écrit les articles. Le trajet des articles du New York Daily Tribune. Marx écrit à Engels ce qu'il voudrait qu'Engels écrive. Engels fait l'article, l'envoie à Marx, qui le signe et l'envoie par le steamer du mardi ou du vendredi à New York, où il paraît dans le New York Daily Tribune. Ce petit manège va durer 8 ans. 2 pounds, l'article. 1854, rien. Karl Marx étudie l'économie à la bibliothèque. Ce qui l'obsède, c'est comment l'humanité peut être réduite à vendre son temps, son bien le plus précieux, alors que pour lui, l'idéal, c'est chasser le matin, pêcher l'après-midi, faire de la critique après le repas, sans jamais devenir ni pêcheur, ni berger, ni critique.
Il n'arrive pas à comprendre comment une partie de l'humanité peut vivre sur le dos de l'autre partie. Pourtant, c'est un petit peu ce qu'il fait avec Engels. 1855, leur petite dernière, Éléonore, est née. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, Edgar, leur fils de 10 ans, a montré les premiers symptômes de la maladie qui devait l'emporter. À cette époque, Soho est la zone de prédilection du choléra. S'ils avaient pu déménager, ils l'auraient peut-être sauvé, mais ce qui est fait ne peut être défait. Marx a très envie d'aller voir Engels à Manchester. Il attend qu'Edgar soit nettement rétabli, mais Edgar ne se rétablira jamais. Il s'endort un matin définitivement dans les bras de Karl. Marx écrit à Engels « Ce qu'est le vrai malheur, c'est seulement maintenant que je l'ai appris. Je me sens anéanti. Au milieu des tourments de ces jours derniers, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est de penser à toi et à ton amitié, et aussi l'espérance que sur cette terre, il nous reste encore à faire ensemble des choses qui ne sont pas dérisoires. » 1857, bonne nouvelle! L'oncle de Jenny meurt, leur laissant un petit héritage qui leur permet enfin de déménager du taudis de Dean Street pour emménager dans une petite maison à Hampstead. C'est un peu la zone, il n'y a pas de route qui mène, pas de lumière, mais Hélène de Muth et Jenny sont trop contentes. Elles ont l'impression d'habiter un palais. Elles ont même un petit salon en mobilier d'occasion de type rococo. Ou plutôt, dira Jenny, bric-à-brac. Mais quelques semaines après le déménagement, la collaboration avec le New York Daily Tribune s'interrompt à cause de la crise en Amérique et du début de la guerre de sécession. Karl Marx se retrouve donc dans une maison plus grande, avec des charges croissantes, des filles qui grandissent. Engels est vraiment très inquiet. Heureusement, à cette époque, il ne nourrit la famille que de pain et de pommes de terre. Mais quelques semaines plus tard, les Américains proposent à Marx et Engels d'écrire ensemble une encyclopédie. Engels est trop content. De Engels à Marx. Cher Marx, cette histoire d'encyclopédie tombe à pic pour moi, et j'imagine aussi pour toi. Voilà pour toi de quoi récupérer les rentrées d'argent perdu et pour moi de quoi occuper régulièrement mes soirées. Même à 2 pounds la grande page, le tarif est rentable. Quels articles vas-tu prendre? En tout état de cause, la philosophie allemande, la biographie d'hommes d'État anglais et français contemporains, le communisme, le socialisme, Aristote, Épicure, le code Napoléon, etc. prend autant d'articles que tu peux en obtenir. Cette fois-ci, j'étais vraiment terriblement inquiet, mais maintenant les choses vont aller mieux. En tout cas, à ta place, je lui proposerais de faire tout seul l'encyclopédie. On y arrivera bien. Si nous avons 100 à 200 pages par volume, ce n'est pas trop. Tant que rentrera l'or sûr de Californie, nous fournirons autant de sciences sûres. Amitié à ta femme et à tes enfants et tâche de les garder en bonne santé. Ton Friedrich. Les lettres suivantes entre Marx et Engels sont donc à base de « Je viens de terminer armée, artillerie, s'il te plaît, envoie-moi Alger et Afghanistan ». Je vous conseille d'ailleurs l'article Afghanistan de l'encyclopédie de Marx et Engels qui explique pourquoi personne n'arrive à occuper l'Afghanistan. Tu as bien fait d'allonger Borodino, je t'envoie catapulte, réponds-moi et envoie-moi Castrum. Ils s'arrêteront à la lettre D. Je ne sais pas pourquoi. Quelques semaines plus tard, le dernier enfant de Marx et Jenny est né. Non mais il est mort tout de suite. Ils n'ont même pas eu le temps de lui donner un prénom. Ça lui a fait une grosse impression à Karl Marx, cet accouchement et cette mort en même temps, atroce. Je vous rappelle donc les prénoms des enfants de Marx et Jenny. Plus facile à retenir que les prénoms des enfants d'Angelina Jolie. Par ordre d'arrivée, Jenny Chen, Laura, Edgar, Fox Chen, le masque des Anonymous, Franziska, bébé numéro 5, Friedrich de Muth, mais lui, on ne le compte pas. Et enfin, Éléonore. Si on vous fait un quiz sur Karl Marx, la question quel est le prénom du 7e enfant de Karl Marx est un piège. Il n'a pas de prénom. À vos souhaits. Karl? Karl, c'est toi? C'est dingue, je suis en train de faire un One Marx show sur vous. Ah, les gens, ils adorent. C'est le nouvel iPod. Un iPod? C'est le maître étalon de la marchandise aujourd'hui. Hein. Mais si, tu sais, la marchandise qui se dresse face aux autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. C'est beau? C'est toi. T'as pas lu le Capital comme tout le monde.
Un iPod? C'est fait pour faire de la musique, c'est fabriqué par des Chinois qui vivent dans les usines pour qu'Apple puisse faire beaucoup de marge. Mon époque? T'adorerais. Le capitalisme a gagné. L'esclavage a été aboli, mais le salariat est devenu obligatoire. L'esclavage, c'était tu travailles ou tu meurs. Le salariat, c'est tu travailles ou tu meurs de faim. C'est pas pire, mais c'est pas mieux. Ah si. Si, t'as été connu après ta mort. Hein. Bah maintenant, il y a Jésus et juste en dessous, Karl Marx. Et juste après, Mario Bros, un plombier italien. Si, les gens ont vraiment découvert ta pensée. Lénine, par exemple, bah, il adore. Staline, son fils, aussi. Oui, ils ont appliqué. Non, pas tout bien. Ils ont pris des bouts. Par exemple, dictature du prolétariat, c'est même pas de toi, et ben ils ont pris que dictature. Ah non, ça n'a pas été le règne des pauvres et des opprimés, hein. Et maintenant, tu es considéré comme le responsable de la mort de 15 millions de personnes. Et comme l'inventeur du casque à bière. Non, je plaisante. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de drôle en Angleterre, il y a toujours une reine. Non, pas Victoria, serait trop vieille. Elisabeth. On paye toujours en pounds. C'est 2 pounds pour voir ta tombe. Et, ah oui, le 2 pièces de Sceaux, le 28 Dean Street, c'est devenu un restaurant chic. Le Quo Vadis. J'y ai dîné avant de m'intéresser à vous. Et après, je me suis aperçue que j'avais dîné là où vos 4 enfants sont morts. C'était horrible. Bah là, il reste le capital et la fin. Non, pas l'affaire Vogt. Je t'assure, Karl, tout le monde s'en fout de l'affaire Vogt. Et puis j'ai un spectacle après, à 20h40. Comment épouser un milliardaire? Tu peux rester si tu veux. D'accord, si tu tiens. Je veux pas que tu viennes me chatouiller les pieds pendant la nuit. À la demande de Karl Marx, je vais donc vous résumer l'affaire Vogt. En 1860, alors qu'il avance bien dans le capital, il pense qu'il lui reste 6 semaines. Il lui reste 7 ans. Alors qu'il avance bien dans le capital, j'y vois enfin clair dans cette merde de rente foncière. Je distingue le capital constant et le capital variable, c'est-à-dire le capital déboursé en salaire qui contient moins de travail matérialisé que l'ouvrier n'en restitue en contrepartie. Cet excédent, je l'appelle plus-value. C'est pas encore très clair. Mais il reste 7 ans. Alors qu'il avance bien dans le capital, Karl Marx s'interrompt pour faire un procès en diffamation à un obscur Allemand, Monsieur Vogt, dont tout le monde se fout. Monsieur Vogt a écrit dans les journaux que Karl Marx avait été le chef d'une bande de voyous. L'insulte. Karl Marx, il supporte pas. Il se lance donc dans un procès en diffamation. Ça coûte une blinde en avocat, enfin, à Engels. Il est débouté de toutes ses plaintes. Il fait donc un pamphlet en 3 tomes contre Monsieur Vogt, dont tout le monde se fout. Jenny Marx et Engels sont dégoûtés. De Jenny Marx à Engels. Cher Monsieur Engels, le mort, Karl, vous demande de lui fabriquer si possible d'ici vendredi un article. N'importe quoi fera l'affaire. J'espère commencer à recopier dès cette semaine la brochure sur Vogt. La chose traîne tellement en longueur, j'ai l'impression que Karl fait les choses trop à fond, j'en ai fichtrement plein le dos. Et on n'a encore fait aucune démarche pour trouver un éditeur. Amitié des filles et de moi-même, votre Jenny Marx. Le lendemain, Engels lui répond. Chère Madame Marx, je ferai l'article tant bien que mal. C'est insensé que rien n'ait été encore entrepris au sujet des éditeurs. Après, les pourparlers vont durer Dieu sait combien de temps. L'impression suivra son petit train-train habituel à l'allemande. Et nous voici arrivés piano Massano en 1861. Et le seul responsable en sera Monsieur le Mort, avec sa manie de faire toujours tout à fond. Et pendant ce temps-là, le public se désintéresse de savoir qui était à l'origine de cette bande de voyous. Nous accomplissons toujours les trucs les plus incroyables, mais nous nous arrangeons toujours pour qu'ils n'arrivent jamais à temps. Et ainsi, ils tombent tous à l'eau. Amitié aux morts et aux young ladies. Votre Friedrich. C'est vrai ça. Depuis que Karl Marx a dissous la Ligue des communistes,
Il n'est jamais la star de rien. C'est toujours les autres qui sont stars. Bakounine, Proudhon, Lassalle. Le pamphlet Monsieur Vogt sort en 1861. Il n'aura aucun succès. De temps en temps, Marx se culpabilise de taper Engels. Sa technique, c'est d'emprunter à des gens pour rembourser ce qu'il a emprunté à d'autres gens. Une sorte de Madoff. Et à la fin, c'est Engels qui colmate. Un jour, il essaye de taper de l'argent à quelqu'un d'autre. Cette personne essaye d'intercéder en sa faveur auprès d'Engels. L'autre personne dit à Marx qu'il va demander à Engels de lui prêter de l'argent. Sur ce, Marx lui dit surtout ne demandez rien à Engels, c'est mon plus vieil ami. Sans lui, il y a longtemps que j'aurais été obligé de travailler. Un jour, il essaye de travailler une fois. Il fait demande au chemin de fer. Mais comme son écriture est illisible, il est recalé. Seuls Jenny Marx et Engels arrivaient à déchiffrer son écriture. Aujourd'hui, c'est les Japonais qui apprennent l'allemand. C'est vrai, monsieur, c'est pas vrai. Pour déchiffrer ces manuscrits, c'est les seuls qui comprennent. En 1865, comme Marx culpabilise de taper Engels, il décide d'envoyer sa femme Jenny à Paris pour rencontrer un banquier. Mais quand Jenny arrive à Paris, après une traversée sous la tempête, une panne de locomotive, un omnibus qui se renverse, le banquier a eu une attaque de paralysie. Il est cloué au lit. Jenny rentre à Londres pour Noël bredouille. C'est à ce moment-là qu'a lieu la première et l'unique brouille entre Marx et Engels. Le 7 janvier, Engels écrit à Marx pour lui annoncer que sa femme, Marie, une ouvrière irlandaise avec qui il a passé toute sa vie, est morte, subitement. De Engels à Marx. Cher Marx, aujourd'hui Marie est morte, subitement. Malaise cardiaque ou apoplexie, hier encore elle se sentait tout à fait bien. Je ne puis t'exprimer ce que je ressens. La pauvre fille m'a aimé de tout son cœur. Ton Friedrich. Le lendemain, Marx envoie une lettre de condoléances. Cher Engels, la nouvelle de la mort de Marie m'a surpris autant que consterné. Elle avait très bon cœur, beaucoup d'esprit et tenait beaucoup à toi. Nom d'un chien, la malchance nous poursuit en ce moment. Moi aussi, je ne sais absolument plus où j'en suis. Mes tentatives pour dégoter de l'argent ont échoué. On ne nous fait plus crédit nulle part. Ajoute à cela que les filles n'ont ni chaussures ni vêtements pour sortir. Bref, c'est l'enfer. Comme je l'avais clairement prédit lorsque j'ai envoyé ma femme à Paris. Si je n'arrive pas à dégoter une assez grosse somme, nous ne pourrons guère tenir plus de 2 semaines. C'est affreusement égoïste de ma part de te raconter tout cela en un moment pareil, mais c'est un remède homéopathique. Un clou chasse l'autre. Au fait, comment vas-tu t'arranger maintenant pour ton organisation domestique? Cela est extrêmement dur pour toi. Ton Karl. Le lendemain, pour la première fois pendant 1 semaine, Engels ne répond pas. Cher Marx, tu comprendras cette fois-ci que ma malchance personnelle est ta manière glaciale de prendre les choses, mais mis positivement hors d'état de te répondre plus tôt. Dans cette circonstance, qui franchement ne pouvait guère me toucher de plus près, tous mes amis, y compris des Philistins de ma connaissance, m'ont témoigné plus d'amitié et de sympathie que je n'étais en droit d'espérer. Tu as trouvé, toi, le moment adéquat pour faire valoir la supériorité de ton flegme, soit. Tu sais où en sont mes finances. Tu sais aussi que je fais tout pour te tirer de la mouise, mais comme tu dois aussi le savoir, il m'est actuellement impossible de dénicher l'assez grosse somme dont tu parles. Aussi, à moins que nous n'inventions l'art de chier de l'or, il faut absolument que tu soutires à ton oncle de Hollande. Tiens-moi au courant de tes démarches, je ferai le nécessaire de mon côté. Ton Friedrich. Le lendemain, Marx s'excuse comme il peut. Cher Friedrich, j'ai eu grand tort de t'écrire cette lettre et j'en ai eu des remords aussitôt qu'elle fut envoyée. Pourtant, je ne l'ai pas fait par sécheresse de cœur. Ma femme et les enfants me seront témoins que quand j'ai reçu ta lettre, j'étais bouleversée. Mais le soir, j'étais sous le coup d'une impression désespérée. On avait l'huissier, on manquait de vivres, de charbon. Dans de telles circonstances, je ne sais m'en tirer autrement que par le cynisme. Je vais écrire à tous les créanciers, me déclarer en faillite. Les filles prendront un emploi de gouvernante, Lenchen ira trouver du service ailleurs et je m'installerai avec ma femme dans un meublé. Grâce au plan ci-dessus, je pense pouvoir m'en tirer sans aucune intervention d'entière. Au fait,
un point sans rapport avec ce qui précède. Comment les machines à filer automatiques ont-elles modifié l'industrie de la filature? Je te saurai gré de me répondre à ce sujet. Ton Karl Marx. La pauvre lettre d'excuse. Pourtant, le lendemain, Engels pardonnera à Marx pour que Lenchen ne prenne pas un emploi ailleurs et que les filles ne deviennent pas gouvernantes. Il envoie même 100 pounds. Et il écrit qu'il est heureux de ne pas avoir perdu son plus vieil et meilleur ami en même temps que Marie. Le lendemain, Marx le remerciera pour les 100 pounds et dira que, malgré l'obsession financière dans laquelle il se trouvait ces jours derniers, rien de comparable à la crainte qui l'obsédait de voir quelque chose se briser dans leur amitié. Et c'est la seule et unique brouille entre Marx et Engels. De temps en temps, Marx envoie Jenny, Lenchen et les enfants se reposer en Allemagne chez la mère de Jenny, Madame von Westphalen. Lui va travailler chez Engels à Manchester. De là, il écrit à Jenny. De Karl Marx à Jenny Marx, après 30 ans ensemble. Mon cœur bien-aimé, si je t'écris à nouveau, c'est parce que je suis seule, et que cela me gêne de ne poursuivre de dialogue avec toi que dans ma tête, sans que tu en saches rien, sans que tu m'entendes et puisses me répondre. Aussi mauvais qu'il soit, ton portrait m'est bien utile, et je comprends maintenant pourquoi les vierges noires, les portraits les plus exécrables de la Mère de Dieu, ont trouvé tant d'adorateurs acharnés. En tout cas, aucune de ces madones noires n'a été plus embrassée, plus contemplée, plus adulée que ta photographie, qui certes n'est pas noire mais bien mauvaise. Mais je corrige les rayons du soleil qui t'ont si mal peintes et je m'aperçois que mes yeux, bien qu'abîmés par la lumière artificielle et la fumée du tabac, arrivent encore à te peindre, aussi bien en rêve que tout éveillé. Je te vois alors en chair et en os devant moi, et je tombe à genoux devant toi, je t'embrasse des pieds à la tête, et je tombe à genoux devant toi en m'écriant « Madame, je vous aime. Je vous aime même plus que le mort de Venise a jamais aimé. » Ce monde faux et mauvais comprend mal et faussement n'importe quel caractère. De tous mes calomniateurs, de tous mes ennemis pleins de fiel, s'en est-il trouvé un seul pour me reprocher d'avoir une vocation de jeune premier dans un théâtre de seconde zone? Et pourtant c'est vrai. Si ces gredins avaient eu de l'esprit, ils auraient fait une caricature représentant d'un côté des rapports de production et de circulation et de l'autre ton serviteur, à tes pieds. Mais ce sont des idiots. Et ils le resteront pour les siècles des siècles. Une absence momentanée a du bon. Il suffit que tu t'éloignes par le seul pouvoir d'un rêve pour que je m'aperçoive que le temps n'a servi qu'à faire croître mon amour, comme le soleil et la pluie le font pour les plantes. Je me sens à nouveau un homme parce que j'éprouve une grande passion, l'amour, non pas l'amour de l'homme et du prolétariat, mais l'amour de sa bien-aimée, et singulièrement mon amour pour toi, fait à nouveau de moi un homme. Tu vas sourire, mon cœur, et te demander tout à coup pourquoi toute cette rhétorique. Mais si je pouvais, mon doux cœur, te serrer contre moi, je ne prononcerais pas un seul mot. Mais comme je ne puis t'embrasser avec mes lèvres, il faut que je le fasse par le langage, en t'écrivant. Il y a certes beaucoup de femmes au monde, et un certain nombre sont belles. Mais où trouverais-je un visage où chaque trait, chaque ride même, me rappelle les moments les plus marquants et les plus doux de mon existence? Je lis même sur ton doux visage des peines infinies, des pertes irremplaçables, mais en embrassant ton visage, je les chasse. Enfoui dans ses bras, réveillé par ses baisers, si c'est dans tes bras et par tes baisers, je concède aux brahmanes et à Pythagore leur théorie de la métempsycose et au christianisme sa doctrine de la résurrection. Adieu, mon doux cœur, je t'embrasse 1000 fois, ainsi que les enfants, ton cas. Enfin, en 1867, après de multiples relectures, corrections, Engels, il n'en pouvait plus de ce capital qui n'en finit plus. Il dit qu'il aurait aimé brûler tous les traités d'agriculture russe qui empêchaient Karl Marx de terminer le Capital. Enfin, en 1867, Marx a le manuscrit devant lui qui forme un tout, comme une œuvre d'art. Il se décide à l'emmener à Hambourg chez l'éditeur Meissner, mais avant, il faut qu'il retire sa montre et son manteau de chez le prêteur. Engels est trop content. De Engels à Marx. Cher Marx, hurrah! Je n'ai pu réprimer cette exclamation lorsque j'ai lu noir sur blanc que le livre était terminé.
et que tu veux maintenant partir à Hambourg en l'emportant avec toi. Afin que le nerf de la guerre ne te fasse pas défaut, je t'envoie 7 moitiés de billets de banque de 5 pounds. En tout, 35 pounds. Et je t'expédierai les autres moitiés des réceptions du télégramme habituel. Ce tournant que prennent les choses me fait infiniment plaisir. Premièrement, en soi. Deuxièmement, pour toi personnellement et pour ta femme. Et troisièmement, parce qu'il est vraiment grand temps que tout cela s'améliore. Je n'aspire à rien d'autre qu'à me libérer de ce commerce de chiens, qui, par le gaspillage de temps qu'il entraîne, me démoralise complètement. Ma vie de négociant touchera bientôt à son terme, et je me suis toujours demandé, qu'en sera-t-il alors de toi? Mais si les choses marchent maintenant comme elles semblent devoir le faire, cela aussi pourra s'arranger, même si la révolution n'intervient pas entre-temps. Ton Friedrich. Marx part donc à Hambourg avec le manuscrit. Il essuie une traversée sous la tempête. Après avoir été enfermé si longtemps, il se sentait drôlement bien, comme 500 cochons. Le manuscrit est porté dans un coffre. Tous les jours, Marx envoie les feuilles imprimées à Engels pour avoir ses corrections. Quand Engels est content, il est content. Ta satisfaction m'importe plus que tout ce que le reste du monde peut en dire. Quand Engels n'est pas content, sans déconner, Karl. Le placard 2, un placard c'est un chapitre en imprimé. Le placard 2, la forme de la valeur, porte la trace d'un anthrax, un furon. Tu en as beaucoup trop rajouté. C'était beaucoup mieux avant, là on comprend rien. Marx l'écoute. En tout cas, j'espère que la bourgeoisie se souviendra longtemps de mes anthrax. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un résumé du placard 2, la forme de la valeur. Je mets le résumé en appendice et je dis au lecteur de sauter cette partie dans le livre et de ne lire que l'appendice. Voilà, comme ça c'est bien. À un ami qui lui reproche de ne plus avoir de ses nouvelles, Karl Marx écrit « Cher ami, pourquoi ne pas vous avoir répondu plus tôt? C'est que pendant toute cette période, j'avais déjà un pied dans la tombe. Il me fallait donc mettre à profit chaque instant où je pouvais travailler pour terminer mon œuvre, à laquelle j'ai sacrifié santé, bonheur et famille. J'espère que je n'ai rien besoin d'ajouter à cette explication. Je me ris des gens soi-disant pratiques et de leur sagesse. Si l'on voulait se comporter comme une bête, on pourrait tourner le dos aux tourments de l'humanité et ne s'occuper que de sa propre peau. Mais je me serais vraiment considérée comme pas pratique si j'avais crevé sans voir achever mon œuvre. Le tome 1er de l'ouvrage paraîtra dans quelques semaines à Hambourg. Le titre de ce livre est « Le Capital, critique de l'économie politique ». Enfin, mi-août, le 16 août exactement, le livre est terminé. Dans la lettre suivante, on s'aperçoit que Karl Marx n'a écrit le Capital que pour remercier Engels de lui avoir permis d'écrire le Capital. De Marx à Engels, le 16 août 1867 à 2 h du matin. Dear Fred, je viens juste d'achever la correction du dernier placard du livre. L'appendice, la forme de la valeur, fait un placard écart, la préface idem que j'ai renvoyée et même corrigée hier. Voilà donc ce volume terminé. Si cela a été possible, c'est à toi, et à toi seul que je le dois. Sans ton dévouement pour moi, il m'aurait été impossible d'effectuer les travaux énormes que demandent ces 3 volumes. I embrace you. Full of thanks. Salut, mon cher, mon très cher ami, ton Karl. Le Capital sort en septembre 1867. Il n'aura aucun succès. Ça vous fait de la peine, je vois. Ça me fait plaisir. Le seul article dans la presse, c'est Jenny Marx qui l'écrit. Si vous vous êtes déjà procuré le livre de Karl Marx, je vous conseille de débuter par les chapitres qui traitent de l'accumulation primitive et de la théorie moderne de la colonisation. Je suis sûre que vous lirez comme moi ces chapitres avec le plus grand plaisir. Bien sûr, Karl Marx n'a pas de remède spécifique, pas de pilule, pas de baume, pas de charpie pour panser les plaies béantes et saignantes de notre société. Mais il me semble que ce n'est pas rien d'avoir amené le Philistin ébahi par le biais de données statistiques et de manœuvres dialectiques jusqu'aux hauteurs vertigineuses de phrases telles que « Si c'est avec une tache naturelle de sang sur une de ses faces que l'argent est venu au monde,
Le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores. Je dois avouer que ces simples faits pathétiques m'ont bouleversée et que l'histoire m'apparaît maintenant limpide comme le jour. Le capital sort, il n'aura aucun succès. Ils en écouleront difficilement 1000 exemplaires. 2 ans plus tard, c'est le dernier jour de travail de Engels à la fabrique de coton. C'est Éléonore, mais si vous vous souvenez, la plus jeune fille de Marx, qui était avec lui ce jour-là. Et c'est elle qui raconte. « 1er juillet 1869. J'étais avec Engels lorsqu'il arriva au terme de ses travaux forcés, et j'ai vu ce qu'il avait dû endurer pendant toutes ces années. Jamais je n'oublierai le ton de triomphe avec lequel il s'écria pour la dernière fois, en mettant le matin ses bottes pour aller à son bureau. Quelques heures plus tard, nous l'attendions devant la porte. Nous le vîmes traverser le petit pré en face de la maison où nous habitions. Il balançait sa canne en l'air. Il chantait, son visage était rayonnant. Nous mîmes alors la table pour fêter l'événement. Nous bûmes du champagne et nous fûmes heureux. L'année suivante, Engels peut enfin s'installer à Londres. Il donne une rente à vie au Marx de 200 pounds. Il a vendu les parts de l'entreprise paternelle. Il peut enfin s'installer à côté de Marx. Il passe toutes ses journées avec lui dans son bureau à Maitland Park. Marx est assis dans son fauteuil. Engels parle avec lui, il marche à côté, il use le tapis. En août 1881, c'est le dernier voyage ensemble de tous ces personnages. Karl Marx, sa femme Jenny et la bonne Hélène de Muth, qui a maintenant 60 ans, passent l'été chez Laura à Argenteuil. Karl Marx rentre à Londres en août. Lenchen et Jenny suivent plus lentement. Jenny est très malade, elle va mourir 4 mois plus tard. C'est le dernier voyage ensemble de ces 2 femmes qui se sont soignées, accouchées l'une l'autre. Elles font une tape à Boulogne, puis à Amiens et à Folkestone avant de retrouver Londres. La fin de l'histoire, c'est Éléonore, la plus jeune fille de Marx, qui la raconte. En automne 1881, notre chère maman a été si malade qu'elle ne pouvait plus quitter son lit. Marx avait une grave pleurésie. Marx était dans la grande pièce, maman dans la petite pièce à côté. Eux qui étaient devenus une part l'un de l'autre ne pouvaient même plus être ensemble dans la même pièce. Notre bonne Lenchen, vous savez ce qu'elle était pour nous, et moi avons eu à les soigner tous les 2 à la fois. Le docteur a dit que nos soins ont sauvé Marx. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ni Lenchen ni moi ne nous sommes couchés pendant 3 semaines. Marx est allé mieux. Jamais je n'oublierai le matin où il s'est senti assez fort pour aller dans la chambre de maman. Quand ils étaient ensemble, ils étaient jeunes à nouveau. Lui, un jeune amant, et elle, une jeune fille, tous les 2 au commencement de la vie. Pas un vieil homme en proie à la maladie et une vieille femme mourante prenant congé l'un de l'autre. Marx s'est senti mieux à nouveau. Il commençait à reprendre des forces. Alors maman est morte, le 2 décembre 1881. Ces derniers mots, une chose remarquable, c'est qu'ils furent en anglais, ont été adressés à son Karl. Mes forces m'abandonnent. Quand notre cher Engels est arrivé, il a dit quelque chose qui m'a rendue furieuse contre lui. Il a dit « il est mort lui aussi ». Et il avait raison. Marx s'est battu pour s'accrocher à la vie car c'était un combattant, mais c'était un homme brisé. S'il avait été égoïste, il se serait laissé mourir, mais pour lui, une chose était au-dessus de tout. Sa dévotion à la cause. Il aurait aimé terminer sa grande œuvre. Alors vint le dernier coup, terrible, la nouvelle de la mort de Jenny Chen. Sa première fille, qu'il aimait le plus, est morte soudainement le 11 janvier. J'ai vécu beaucoup d'heures tristes dans ma vie, mais aucune aussi triste que ce que je ressentais comme j'apportais à mon père sa sentence de mort. Je me suis torturée tout le trajet, essayant de trouver comment lui annoncer la nouvelle, mais je n'en ai pas eu besoin. Mon visage m'a trahi. En ce qui concerne Marx, le 14 mars 1883,
Il s'est rendu de sa chambre à son bureau à Maitland Park. Engels et Lenchen se sont absentés, un quart d'heure. Il s'est assis dans son fauteuil, et il est mort, paisiblement. Engels a gardé le fauteuil jusqu'à sa mort. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Quand vous écrirez sur Marx, n'oubliez pas Lenchen. Je sais que vous n'oublierez pas Jenny. Hélène était l'axe autour duquel toute la maison tournait. Je ne sais pas si elle a rejoint mes parents avant ou après qu'ils aillent à Paris. Tout ce que je sais, c'est que grand-mère l'a envoyée à maman comme ce qu'elle pouvait leur offrir de mieux. La fidèle et aimante Lenchen. Et bien qu'elle n'ait eu aucune attache, la fidèle et aimante Lenchen resta avec mes parents. Après la mort de Marx, elle ira s'installer chez Engels pendant 7 ans. Et c'est là qu'elle est morte. À sa mort, elle a laissé tous ses biens, 95 pounds, à son fils, Friedrich Demuth. Aux funérailles d'Hélène Demuth, Engels a dit « Marx lui a souvent demandé son avis sur des questions compliquées du parti. Pour ma part, tout le travail que j'ai pu faire depuis la mort de Marx est dû au soleil et à l'aide qu'elle a apporté dans ma maison, où elle me fit l'honneur de venir vivre après la mort de Marx. Nous sommes les seuls à savoir ce qu'elle était pour Marx et sa famille, et les mots ne peuvent l'exprimer. De 1837 à 1890, elle a été l'aide et l'amie de nous tous. À la demande de Jenny Marx, elle est enterrée dans la tombe de la famille Marx. Quand Engels, à son tour, a senti qu'il allait mourir, il a demandé à ses exécuteurs testamentaires de dire à Éléonore, la plus jeune fille de Marx, la vérité au sujet de Friedrich Demuth, le fils d'Hélène Demuth. Il en avait assez de passer pour celui qui avait abandonné son enfant. Quand on est allé voir Éléonore pour lui dire la vérité, elle n'y a pas cru. Elle a dit que c'était un mensonge. Alors, elle a couru chez Engels. C'était la veille de sa mort, il avait un cancer de la gorge, il ne pouvait plus parler. Alors, il a écrit sur une ardoise. C'est au cimetière d'Highgate, dans le nord de Londres, sur une colline surplombant l'immense ville. La pierre tombale porte cette inscription. Jenny von Westphalen, l'épouse chérie de Karl Marx, 12 février 1814, 2 décembre 1881. Karl Marx, 5 mai 1818, 14 mars 1883. Et Hélène Demuth, 1er janvier 1823, 4 novembre 1890. Je vais vous chanter la chanson préférée de Karl Marx. Ça s'appelle The Miller of the Deep. C'est l'histoire d'un meunier qui vit au bord d'une rivière et qui est content. Pourquoi? Parce qu'il mange le pain qu'il fabrique lui-même et qu'il n'a pas de dette. Et il a toujours un peu d'argent pour donner aux pauvres et sa devise c'est « Je ne me soucie de personne si personne ne se soucie de moi ». 3, 4. There was a tall miller once lived on the river Dee. He worked and sung from morn till night, no lark, no blithe than he. And this a burden of his song forever used to be. I care for nobody, no, not I, if nobody cares for me.